Ma famille a délibérément oublié ma remise de diplôme. Alors, j'ai changé de nom et je ne suis jamais revenue. Un silence glacial s'abattit sur la chapelle lorsque la voix de ma mère trancha l'air. Tu as changé de nom. Ce n'était pas de la surprise, mais un jugement. Toutes les têtes se tournèrent. La main de mon père se crispa sur le programme. Mon frère cessa de rire dans l'embrasure de la porte. Je me glissai à ma place au deuxième rang, la page encore tiède dans ma paume, mon nouveau nom imprimé dans un noir qui semblait presque intentionnel. La chaise à côté de moi, celle marquée « Famille », resta intacte, tout comme pour chaque étape importante qu'ils avaient manquée. Mais en regardant cet espace vide, quelque chose bascula en moi. Ils pensaient que le silence d'aujourd'hui m'exposait. Ils n'avaient aucune idée qu'en réalité, il les exposait eux. J'ai grandi en apprenant à me faire toute petite entre des vies plus bruyantes. Dans notre maison d'Austin, le bruit était synonyme d'importance, et l'importance ne m'a jamais appartenu. Je me souviens du claquement des talons de ma mère sur le carrelage chaque fois que Brendan avait besoin de quelque chose plus fort, plus net ou plus urgent que mes propres besoins ne l'étaient jamais. Vivien, elle, avait toujours droit au ton doux, aux mains chaudes sur ses épaules, à cette attention prolongée qui faisait plier la pièce vers elle. J'étais la discrète, celle qui nettoyait ses propres dégâts, préparait ses propres déjeuners et apprenait très tôt à ne pas interrompre les conversations qui coulaient sur moi comme de l'eau. La première fois que j'ai remarqué ce schéma, j'avais 12 ans. Vivien avait une exposition d'art à l'école. Une rangée de toiles peintes était disposée le long du mur du gymnase. Ma mère rôdait près d'elle, souriant aux voisins, enlevant un duvet inexistant de sa robe. Je me tenais dans un coin, tenant le certificat que j'avais reçu plus tôt ce matin-là, un prix pour un concours scientifique régional. Personne de ma famille n'est venu. Ils ne se souvenaient même pas de l'heure. Maman passa devant moi comme si je faisais partie du décor. « Tiens la veste de ta sœur », dit-elle en me tendant le tissu doux sans un regard. J'ai plié le certificat dans ma poche, le papier se froissant assez fort pour résonner. Personne ne l'entendit. Des années plus tard, lors de ma remise de diplôme du lycée, ils sont arrivés en retard. La cérémonie avait déjà commencé. Ma rangée de camarades de classe s'est agitée pendant qu'ils cherchaient des sièges. Quand mon nom a été appelé, je me suis levée, scrutant la mer de visages à la recherche des 4 qui comptaient. Une seule chaise dans la section familiale était vide, la mienne. Mes frères et sœurs étaient partis à une fête au bord d'un lac et mes parents avaient été pris dans les embouteillages, bien que j'ai appris plus tard qu'ils s'étaient arrêtés pour prendre un café. J'ai serré le programme si fort que le coin s'est déchiré. J'ai ravalé la douleur et me suis rassise lentement, comme si des mouvements prudents pouvaient cacher le vide. L'université ne fut pas différente. À l'université Rice, j'ai envoyé des rappels des semaines à l'avance pour une cérémonie de remise de prix de mon département. Vivien a répondu par un emoji cœur. Brendan a laissé mon message en « vu ». Mes parents ont répondu 3 jours plus tard par un désinvolte « on essaiera ». Ils ne sont jamais venus. Ce soir-là, j'ai mangé un plat à emporter seul sur les marches du dortoir, mon prix posé à côté de moi, toujours dans l'enveloppe qu'il n'avait pas ouverte. Plus je vieillissais, plus je devenais silencieuse. J'ai appris que protester ne menait qu'au refrain familier de ma mère. Ne sois pas si dramatique, Evelyne. Papa hochait la tête en signe d'approbation sans lever les yeux de son téléphone. Mes protestations se sont raccourcies chaque année jusqu'à disparaître complètement. Le dernier souvenir qui me restait, planté comme une écharde, était la cérémonie où je présentais mes premières recherches sur la désalinisation. 5 sièges réservés, tous vides. Je tenais un programme plié dans ma main, lissant sans cesse le même pli, essayant de prétendre que le vide à côté de moi n'était pas visible. Un texto a vibré, puis une photo de Brendan faisant un barbecue dans le jardin. « J'aimerais que tu sois là », écrivait-il. Il ne le pensait pas. C'est ce jour-là que j'ai compris ma place dans la famille. Un espace tranquille en marge de leur vie, jamais vraiment vu à moins que je ne reste silencieuse. Le changement ne s'est pas produit en un instant. Il s'est construit lentement, comme la pression derrière une porte que j'avais gardée fermée pendant des années. Mais le jour où elle a finalement cédé était un jour ordinaire, calme, d'une normalité trompeuse. 8 mois avant ma soutenance de thèse, j'ai envoyé l'annonce à ma famille,
un avis propre et formel de l'université, avec la date et l'heure imprimée à l'encre noire et nette. Je l'ai posté à la maison à Austin, j'ai envoyé le rappel par SMS, je l'ai ajouté au groupe de discussion familiale. 22 avril, 15 heures, ai-je écrit. Ma mère a répondu des heures plus tard par un distrait, tellement fière, ma chérie. Vivien a envoyé un pouce levé. Brendan a tapé, cool. Je me suis dit que c'était suffisant. Pendant l'hiver, j'ai répété la date à chaque dîner du dimanche. Maman hochait la tête sans lever les yeux de son téléphone. Papa a murmuré quelque chose qui aurait pu être un accord. Vivien a parlé des horaires de football de ses enfants. Brendan est revenu à ses dernières expériences de barbecue. Je le leur ai rappelé quand même. 5 mois, 3 mois, 6 semaines, 2. Chaque rappel était comme taper sur une fenêtre verrouillée, un son inaudible de l'autre côté. Puis, en février, Brendan a posté l'invitation. Grande fête barbecue de printemps. L'image disait, 22 avril, 18h. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que les pixels se brouillent. Quand je l'ai appelé, il semblait sincèrement confus. C'est à quelle heure, ton truc, déjà, demanda-t-il, comme s'il ne l'avait pas entendu 20 fois. 15 heures, ai-je dit. Les gens peuvent faire les deux, a-t-il répondu. Viens juste après. Stanford était à 1 heure de route. Il le savait. Il s'en fichait. J'ai appelé maman ensuite. Elle a ri doucement. Chérie, ne sois pas si dramatique. On trouvera une solution. Mais je l'ai senti à ce moment-là, cette certitude silencieuse et pesante. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas occupés. Ils avaient simplement choisi autre chose, quelqu'un d'autre. Comme toujours. La confirmation finale est arrivée la veille de ma soutenance. Maman a répondu au téléphone sur fond de musique forte, sa voix fine entre des éclats de rire. Je suis chez Brendan, j'aide à préparer, dit-elle. C'est le chaos total ici. Et demain, ai-je demandé. 15 heures, c'est bien ça? On sera là, dit-elle, distraite. Vivien apporte le dessert. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. L'après-midi suivant, debout dans le couloir devant Patterson Hall, mon téléphone a vibré. Où es-tu? A demandé maman. On est tous chez Brendan. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous, lourd et définitif. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est mis en place. Je n'ai pas pleuré dans le couloir devant Patterson Hall. Je n'ai rappelé personne. Je n'ai pas expliqué. J'ai rassemblé mes notes, je suis entré dans l'auditorium et j'ai défendu 8 ans de travail devant une salle où manquaient 5 visages qui auraient dû être là. Et quand ce fut terminé, quand les mots « Félicitations, Dr Evelyn Brennan » ont résonné dans l'amphithéâtre, je n'ai ressenti qu'une douleur si familière qu'elle en était presque silencieuse. Ce soir-là, alors que les messages de ma famille s'empilaient sans réponse sur mon écran, j'étais assise seule dans mon appartement, les stores à moitié fermés, la lueur de ma lampe de bureau balayant la table, inondant des piles de documents de recherche, mon ordinateur portable et le programme de la cérémonie. J'ai lissé une dernière fois le pli qui le parcourait en son centre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et créé un dossier intitulé « Transition ». Pas d'émotion, pas d'hésitation, juste un dossier. Et le premier pas vers une vie à laquelle il n'aurait plus accès. J'ai commencé par l'essentiel. J'ai téléchargé la requête en changement de nom sur le site web du comté et je l'ai imprimée. Le bourdonnement de l'imprimante dans l'appartement silencieux était étrangement réconfortant. Page d'instruction, documents requis, directive d'identification. J'ai surligné chaque section d'un trait régulier. Mon stylo n'a pas tremblé une seule fois. Ensuite, les comptes financiers. Je me suis connecté à chacun d'eux, mettant à jour les informations de contact, sauvegardant les relevés dans le nouveau dossier intitulé « Archives ». J'ai exporté 2 feuilles de calcul, l'une listant chaque compte lié à mon ancien nom, l'autre décrivant comment chacun serait transféré sous le nouveau. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'ordre. À minuit, le dossier contenait plus de structure que ma famille ne m'en avait jamais offerte. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. L'air était frais, la lumière du soleil vive à travers les stores.
J'ai préparé une tasse de café, la vapeur s'élevant en l'enrubant pendant que je relisais la requête une dernière fois. Puis je me suis changé chemisier bleu marine, pantalon repassé, cheveux soigneusement tirés en arrière et j'ai conduit jusqu'au palais de justice du comté. Le bâtiment se dressait, pâle et silencieux, contre le ciel. À l'intérieur, la greffière a fait glisser une pile de formulaires vers moi. « Remplissez ça », dit-elle. J'ai hoché la tête, j'ai trouvé une place près de la fenêtre et j'ai commencé. Ligne par ligne, signature par signature, mon nouveau nom, Evelyn Morrison, s'est installé dans chaque espace vide comme s'il y avait toujours appartenu. Quand j'ai rendu les documents, la greffière a tamponné la première page, le son était net, final. Le traitement prend quelques semaines, dit-elle. Ce n'est pas un problème, ai-je répondu. Dehors, le soleil semblait différent, plus clair, moins comme quelque chose que je devais mériter. La phase suivante a pris des jours silencieux. J'ai d'abord mis à jour mon adresse email, une adresse propre, sans lien avec la famille. J'ai transféré tous mes documents de recherche sur un nouveau stockage en ligne, supprimant l'ancien. J'ai archivé les messages de collègues, de mentors et d'amis. La seule chose que je n'ai pas supprimée était un petit dossier nommé « Ruth », rempli de photos de ma grand-mère et des lettres d'anniversaire qu'elle m'avait envoyées pendant mes études. Son écriture avait toujours semblé assurée, même quand la mienne tremblait. À la fin de la semaine, ma vie numérique ne contenait plus le nom de Brennan. La transition physique a suivi. J'ai mis mon appartement en carton, livres soigneusement empilés, vêtements pliés en longues rangées, cadres tournés face contre terre et enveloppés dans du papier. Je me suis tenue au centre du salon la veille de l'arrivée des déménageurs, écoutant le doux ronronnement du réfrigérateur, le faible bourdonnement d'un lampadaire à l'extérieur. Mon téléphone s'allumait toutes les quelques minutes. Appel, texto, tentative manquée de saisir ce qu'il n'avait jamais tenu en premier lieu. Je n'ai pas répondu. Quand le camion est parti, emportant tout ce que je possédais vers Portland, j'ai verrouillé la porte de l'appartement et j'ai posé ma main sur le métal froid un instant. Pas de sentimentalité, juste de l'immobilité. Le trajet vers le nord a duré 2 jours. De longues étendues d'autoroute, une radio silencieuse, des aires de repos avec des distributeurs automatiques vacillants. Je ne me suis arrêté que pour l'essence et le café. Chaque kilomètre semblait dissoudre des fils, de fines connexions effilochées qui s'effaçaient derrière moi. Portland m'a accueilli avec un ciel gris et une bruine légère. Parfait, ai-je pensé. Une ville où le silence ne ressemblait pas à une punition, mais à une façon de respirer. Mon nouvel appartement était petit mais lumineux, avec un balcon étroit donnant sur une rue calme bordée d'arbres. J'ai placé mes cartons près de la fenêtre et j'ai ouvert celui intitulé « Travail ». Des documents de recherche, un carnet, une seule photo de moi et de ma grand-mère lors d'un lointain dîner d'anniversaire. Je l'ai épinglé au-dessus de mon bureau. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet de conseil en environnement qui m'avait offert un poste des mois plus tôt. Une réceptionniste m'a accueilli chaleureusement. Mes nouveaux collègues se sont présentés un par un. Personne ne m'a posé de questions sur ma famille. Personne ne m'a comparé à un frère ou une sœur. Je me suis assise à mon nouveau bureau, je me suis connecté à mon nouveau compte et j'ai senti une étrange et inhabituelle stabilité s'installer dans ma poitrine. Le soir, je continuais le travail silencieux. J'ai changé le nom sur mon permis de conduire, mis à jour mon inscription sur les listes électorales, remplacé mes dossiers médicaux, réattribué mes contacts d'urgence, fermé le dernier compte bancaire avec l'ancien nom de famille. Chaque tâche apportait son propre petit son. Le tapotement des touches, le clic d'un bouton, le doux déchirement d'une enveloppe. Pas dramatique, pas triomphant, mais précis, contrôlé, mien. Certains soirs, je m'asseyais à mon bureau avec la fenêtre entr'ouverte, laissant l'air frais entrer. Je prenais un formulaire, une facture, un document, et je sentais cette crispation familière dans ma poitrine se relâcher un peu. Cette fois, pensais-je en glissant une autre page dans le dossier, terminé, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. Ce n'était pas un vœu, juste une limite. Enfin écrite noir sur blanc. La notification est arrivée un matin gris, des semaines après mon installation à Portland. Votre requête en changement de nom a été approuvée. Une simple phrase. Un interrupteur silencieux a basculé.
J'ai imprimé la confirmation, la page encore tiède lorsque je l'ai glissée dans un dossier intitulé « Identité ». Les nouveaux documents permis, carte bancaire, dossier professionnel avaient déjà commencé à se mettre à jour. Bientôt, plus rien ne porterait le nom que ma famille avait délibérément oublié. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai envoyé de message à personne. J'ai simplement vécu. Mais le silence a une façon de résonner quand les gens s'attendent à du bruit. La première vague est venue d'un email transféré à ma nouvelle boîte de réception par les RH. Votre contact d'urgence a tenté d'accéder à votre dossier. L'entête indiquait que mon ancien numéro était déconnecté. Mon ancien email, archivé. Mon dossier personnel les avait signalés comme « relations non vérifiées ». Le système les avait automatiquement bloqués. Une autre vague est arrivée la semaine suivante. Le gérant de l'immeuble d'Austin a laissé un message vocal sur mon nouveau téléphone professionnel. Votre famille a essayé de nous contacter pour obtenir votre nouvelle adresse. Nous ne pouvons rien divulguer sans votre consentement écrit. Je n'en ai donné aucun. Un mois plus tard, j'ai rallumé le vieux téléphone que je gardais dans un tiroir. 83 appels manqués de ma mère. Des dizaines de Vivien, une poignée de Brendan, un de papa. Chaque message vocal devenait plus frénétique que le précédent. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. Il faut qu'on parle de la remise de diplôme. Tu en fais toute une histoire. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Ce silence est puéril. Tu nous dois une explication. Je ne leur devais rien. J'ai éteint le téléphone et l'ai remis dans le tiroir. L'air semblait plus léger. Puis est arrivé le moment où tout s'est aligné. Ma grand-tante Ruth est décédée tranquillement, paisiblement. Elle était l'une des rares personnes à m'avoir jamais vue, vraiment vue, et je savais que je devais y aller. Pas pour ma famille, mais pour elle. La chapelle d'Austin était la même que la dernière fois que j'y étais allée, bois poli, lumière douce, un air épais de lys. Je suis arrivée tôt et je me suis assise près de l'allée, les mains jointes autour du programme imprimé. Le nom dessus, Evelyn Morrison, était encore étrange pour ma famille, mais il ne l'était plus pour moi. Ils sont arrivés en une vague. Ma mère s'est arrêtée net quand elle m'a vue. Tu as changé de nom. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. La mâchoire de mon père s'est crispée. Vivien a cligné des yeux, incrédule. Brendan avait l'air de s'être pris une gifle qui lui avait coupé le souffle. Leurs yeux passaient du programme à moi, puis revenaient. Tu aurais dû nous le dire, a murmuré maman. Vous auriez dû venir, ai-je répondu, ma voix égale. Elle a ouvert la bouche, prête à argumenter, mais l'officiant de la chapelle a fait signe de garder le silence. Pendant le service, ils m'ont plus observé que la cérémonie. De temps en temps, le regard de maman glissait vers moi. Confusion, frustration, quelque chose comme de la peur. La même peur que les gens ressentent lorsqu'une carte familière a été redessinée sans eux. Après le dernier cantique, elle m'a suivi à l'extérieur. Evelyn, ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. Nous avons fait une erreur. Les familles surmontent ce genre de choses. Je me tenais près de ma voiture de location, le vent doux agitant le bord de mon manteau. Vous avez choisi un barbecue plutôt que mon doctorat, ai-je dit. Vous n'avez pas oublié, vous avez établi des priorités. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, ai-je dit. Et maintenant, les systèmes dans lesquels j'existe ne reconnaissent que les gens qui sont présents. Vous n'étiez pas sur la liste. Le reste s'est réglé tout seul. Son visage s'est contracté, comme si la prise de conscience s'imposait enfin. Il n'y avait aucun argument qu'elle pouvait avancer pour annuler un acte de justice, un dossier d'état civil, une identité numérique. L'amour pouvait être revendiqué, mais les papiers étaient immunisés contre la culpabilité. Vivien s'est approchée ensuite. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin, dit-elle. Je ne suis pas allée loin, ai-je répondu. Je suis allée là où on me voyait. Brendan n'a pas dit un mot. Je suis montée dans la voiture, j'ai fermé la porte et j'ai regardé leur silhouette se brouiller à travers le pare-brise. Ils ne pouvaient pas me suivre, ni légalement, ni numériquement, ni émotionnellement. La vie liée à mon ancien nom s'était terminée sans cérémonie.
Celle liée à mon nouveau nom avait déjà commencé. Et pour la première fois, la perte n'était pas la mienne. Portland s'est installé autour de moi comme une nuit douce s'installe sur une rue qui se rafraîchit, calme, sans hâte, d'une indifférence des plus douces. Les mois ont passé et les rythmes de ma nouvelle vie se sont formés sans effort. Je marchais jusqu'au travail sous un ciel bas et gris. Je préparais du café dans la petite cuisine de mon appartement, le bruit de l'eau remplissant le silence au lieu de le briser. Sur mon bureau, des ébauches de modèles de récupération de l'eau s'étalaient sur le bois en ligne soignée, éclairées par une lueur matinale diffuse qui rendait tout plus calme que je ne l'étais. Lentement, l'immobilité a cessé de me paraître étrangère. Mon nom, Evelyn Morrison, apparaissait sur les mémos, les signatures de mai, les notes de projet. Chaque fois que je le voyais, quelque chose en moi s'ancrait un peu plus profondément. En réunion, mes collègues me demandaient mon avis sans me comparer à personne. Après le travail, une collègue m'invitait à prendre un café, ou Alex me rejoignait dans un petit café niché entre deux bâtiments de briques. Il écoutait. Il se souvenait des détails. Il posait des questions sur le projet de désalinisation que je peaufinais depuis des années, et il ne feignait pas l'intérêt. Il le montrait. Certains soirs, je m'asseyais sur le balcon avec une couverture sur les épaules, la ville bourdonnant doucement au loin. La pluie traçait des lignes sur la balustrade, régulière et imperturbable. Je pensais à la chaise vide lors de ma soutenance, celle que j'avais fixée un long moment avant de commencer ma présentation. L'image revenait de temps en temps, mais sa forme avait changé. Ce n'était plus une douleur, juste un souvenir, petit et plat, comme une photographie rangée au fond d'un tiroir. Je ne les détestais pas. Cela m'a surprise. La haine demande du poids, et je ne portais plus le leur. Les formalités administratives avaient accompli une chose que je n'aurais jamais pu faire, elles avaient tracé une frontière nette. Pas une barricade, juste une ligne. D'un côté, la vie où j'attendais d'être choisie. De l'autre, la vie où je n'attendais plus. Quand j'ai quitté le palais de justice des mois plus tôt, je ne fuyais pas ma famille. Je marchais vers moi-même, vers un nom qui appartenait à quelqu'un qui était là pour moi, même quand personne d'autre ne l'était. Maintenant, dans la douce bruine d'une soirée de l'Oregon, je réalisais quelque chose de plus silencieux que le pardon, de plus simple que de tourner la page. Je n'étais plus portée disparue. J'étais arrivée. Les limites ne sont pas des punitions. Elles sont la preuve de l'endroit où vous avez enfin appris à vous tenir. Ma famille a passé des années à m'oublier dans des pièces où j'avais travaillé dur pour entrer. Alors, j'ai construit une vie dans un endroit où être présent n'était pas une option. Maintenant, quand je signe mon nom, Evelyn Morrison, le silence qui suit n'est pas vide. Il est à moi. Et certaines portes restent fermées simplement parce que je ne frappe plus à leurs portes.